pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de mars. Et comment vous dire que par rapport au mois de février, mars fut un mois pratiquement parfait. Voilà, excellent. Je n'aurais jamais cru ça de ma vie, mais pour l'instant, mars est le meilleur mois de l'année et je crois qu'en un seul mois, je n'ai jamais eu autant de coups de cœur, que ce soit des gros coups de cœur ou des petits coups de cœur, mais j'hallucine quoi. Ils sont tous tombés au mois de mars, peut-être, je ne sais pas, mais ce fut un mois absolument parfait, enfin presque parfait, puisque j'ai eu quand même des petites déceptions, mais dans l'ensemble, nickel chrome. Par rapport au mois de février, je vous dis, enfin, le mois de février a été vraiment pourri. Niveau lecture, j'ai pas été du tout satisfaite. Ah ben là, au mois de mars, c'est tout le contraire. C'est un mois absolument parfait niveau lecture. J'ai vraiment pris mon pied au niveau lecture. J'ai adoré mes lectures pratiquement toutes. Sachant malgré tout que le mois de mars, au niveau professionnel et personnel, ça a été un mois compliqué. Je suis arrivée fin mars, mais au bout de ma vie, mais vraiment au bout du bout. J'étais épuisée, je n'arrivais même plus à réfléchir, c'est pour vous dire. Mon cerveau tournait littéralement au ralenti. Je n'arrivais même plus à avoir des conversations cohérentes, tellement j'étais épuisée. Et malgré tout, j'ai eu de très bonnes lectures, mais je me suis vraiment laissée aller au niveau lecture. J'ai pris ce que j'avais envie de prendre maintenant. Je me foutais un petit peu de ma pile à lire. Si j'avais envie de lire les livres de ma pile à lire, je les lisais. Sinon non, si un livre me plaisait, je le continuais. Si ça me plaisait pas, je le mettais de côté. C'était pas bien grave. Je me suis fait plaisir. Vraiment, ça a été le mois sans pression. Et ça a fonctionné. Voilà, ça a fonctionné, ce qui fait que j'ai lu en tout et pour tout 7 livres. Donc 6 romans et un manga. J'ai eu 4 coups de cœur plus ou moins importants. J'ai eu une bonne lecture et surtout je n'ai eu que 2 petites déceptions. Donc c'est pas non plus les grosses déceptions. Il y en a une qui est plus déçue, qui est plus une vraie déception pour moi qu'un autre. Mais dans l'ensemble, je vous dis, j'ai vraiment eu un mois excellent. J'ai adoré le mois de mars, le meilleur mois de l'année pour moi pour l'instant. Donc voilà, je suis ultra contente et j'aimerais bien qu'avril soit comme ça. Mais bon, hein, les miracles n'arrivent pas tous les jours, on est d'accord. Bref, je ne m'attarde plus trop et on va commencer tout de suite parce que 7 livres à vous présenter, ça fait long quand même. Et du coup, je vais commencer tout de suite mais par les déceptions, comme ça on arrache le pansement tout de suite et on passe aux bonnes choses directement derrière puisqu'il n'y a que de ces déceptions et ensuite c'est que du bon. Et la première vraie déception du mois de mars, c'est celui-ci. Il s'agit donc de Veggie vs Zombie de Lily Vallon aux éditions Naos. Donc aussi ici, pardon, on est dans un monde post-apocalyptique, mais post-apocalyptique récent, dans un avenir proche, ou peut-être même à l'instant T, maintenant, puisqu'ici l'autrice, clairement, s'inspire du Covid, s'inspire de ce qui nous est arrivé pendant le Covid, du confinement, de toutes ces personnes qui sont malheureusement décédées, et de tout ce qui s'est passé dans le monde. Clairement, l'autrice s'en inspire, d'ailleurs ça a été écrit en 2020 il me semble. Donc voilà, de toute façon, dès les premières lignes, vous le voyez qu'il y a vraiment cette inspiration-là de ce qui nous est arrivé pendant le Covid. Et je trouvais que c'était hyper intéressant déjà dès le départ. Malheureusement, j'ai très vite déchanté parce que la tournure de ce roman ne me satisfaisait pas du tout. Bref, très rapidement, le speech, comme je vous disais, on est dans un monde post-apocalyptique, en pleine reconstruction. On sait que 2 ans plus tôt, il y a eu une pandémie mondiale, un virus a été propagé par la viande que tout être humain normal mange, et malheureusement les humains qui mangeaient de la viande tombaient raides morts dans les minutes qui suivaient, hein, voilà, tout simplement. Sauf que ces morts se réveillaient, voilà, ces morts revenaient à la vie, plus ou moins, hein, zombies quoi, zombies. Dans ces zombies, il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories 1, 2 et 3. Et les catégories 3 sont des zombies qui sont les zombies classiques, qui bulottent tout ce qui est vivant. Et les zombies catégorie 1, ce sont des zombies qui ont conscience d'eux-mêmes, qui se réveillent en étant complètement paumés. Certains se réveillent en se disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ils ne savent même pas qu'ils sont morts, hein, clairement. Ils ont parfaitement conscience d'eux-mêmes, ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils sont puisqu'on leur dit, et ils savent très bien se contrôler. Et donc, on estime 2 ans plus tard qu'ils sont capables de se réinsérer dans la société, en tout cas en France, ce qui n'est pas pareil dans tous les pays. Et donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne pourrais plus vous dire, Erin, qui est une jeune zombie, qui essaie de se réinsérer dans la vie active, dans la vie parisienne, dans la vie sociale. C'est assez compliqué puisque maintenant qu'elle est zombie, toutes ses aspirations et tous ses rêves d'autrefois sont un petit peu partis
loin loin d'elle, et il va falloir qu'elle se reconstruise dans ce nouveau monde qui est très très compliqué. Et un jour, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Kian, qui lui est vivant, et tous deux vont nouer une relation plus ou moins amicale au départ, qui va se transformer en autre chose, sauf que si tout était si facile, voilà, tout va repartir à volo, et c'est reparti pour un tour, comme on dit. Alors, déjà, comment vous dire que j'ai pas particulièrement aimé le style de l'autrice. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à son style, que j'ai trouvé très particulier. C'était pas un langage qu'on a l'habitude d'utiliser souvent. Un exemple tout court, quand il passe la nuit dehors, au lieu de dire on va passer la nuit dehors, on va passer la nuitée dehors. Voilà, c'est pas très commun, ça se dit mais c'est pas très commun. Alors peut-être parce que l'autrice est belge et que certaines expressions ne sont pas dites de la même façon chez les Belges que chez les Français. C'est peut-être dû à ça, hein, je ne sais pas, donc je ne juge pas trop, mais moi ça m'a un petit peu perturbée, je dois bien vous avouer, j'ai eu du mal un petit peu à m'y faire. Ensuite, moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus péchu, et ça n'a pas été le cas du tout, ça a été extrêmement long à démarrer. Je crois que ça a mis... allez, 140 pages, 150 pages à, selon moi, vraiment démarrer. Voilà, entre 130 et 150 pages. Et allez lire 130, alors je vais mettre 130 pages, à peu près. 130 pages, c'est ça, voilà, c'est ça là. C'est hyper long de lire 130 pages où il se passe rien. Voilà, il se passe vraiment presque rien. J'ai pas eu la sensation qu'il y avait vraiment de la tension qui montait, j'ai pas eu de sensation de vraiment de choses qui se passaient, c'était long, rébarbatif. On suivait ces deux personnages qui essayaient d'avoir une relation entre eux, mais qui ne savaient pas trop quel type de relation ils voulaient avoir, puisque très vite, Erin va dire la vérité à Kian en lui disant qu'elle est un zombie de catégorie 1. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour eux, je ne le nie pas dans l'histoire, il faut que ça prenne le temps, mais voilà, c'était très long, il se passait pas grand chose. La situation avait déjà été assez mise en place assez vite, on comprenait le contexte assez rapidement, donc je trouvais que c'était très très long. Ensuite, il y a une espèce de bascule qui se fait où là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus péchu, d'un petit peu plus énergique, avec des rebondissements, aussi bien en mal qu'en bien, hein, parce que tout n'est pas rose dans cet univers, bien au contraire. D'ailleurs, je le conseille pas forcément à tout le monde parce qu'il y a 2-3 scènes qui sont assez gore, sincèrement, qui sont assez gore, assez glauques, assez sanglants, donc si vous êtes sensible, voilà, passez ces scènes, voilà, c'est assez, il y a des scènes qui sont pas chouettes pour tout le monde, en tout cas pour les âmes sensibles. Ensuite, j'ai trouvé le rythme particulièrement haché, voilà, il y a des passages que je trouvais longs, qui n'avaient pour moi pas vraiment d'intérêt, qui n'apportaient rien à l'histoire, donc voilà, j'ai trouvé ça très dommage. Ensuite, j'ai pas du tout adhéré au personnage. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, mais vraiment, hein, pour moi, ils étaient froids, distants, je les trouvais pas attachants. L'autrice a bien essayé de mettre de l'émotion dans les personnages, dans leurs ressentiments, dans leur façon de voir le monde, mais je trouve que ça a été pas très bien fait, selon moi, hein. Chacun son avis, mais voilà, moi j'ai pas particulièrement adhéré au personnage. C'est dommage parce que Erin, on nous apprend qu'elle a une particularité autre du fait qu'elle est une zombie. Elle est autiste. Elle souffre du spectre autistique, elle est dans le spectre autistique. Et je trouvais que c'était plutôt cool au départ. Je me suis dit, ah super, on va traiter de ce sujet-là dans un monde compliqué, où c'est déjà pas évident pour les personnes qui ont des particularités ou qui souffrent de handicap visibles ou non visibles. Ça n'a pas été si abordé que ça. Voilà, on n'a pas vraiment abordé ce sujet, hein, littéralement. Donc voilà, j'ai pas spécifiquement adhéré, et le truc qui m'a fait tiquer, c'est les petits surnoms qu'ils se donnent. Alors ça, par contre, j'ai vraiment pas adhéré. Mon canard, mon poulet, mon chou, mon lapin, ma minette, mon cochon. Oh, alors moi, les surnoms comme ça... Waouh, j'ai pas supporté. Hein, vraiment, sincèrement, je supporte pas ce genre de petits surnoms. Ma minette, mon cochon. Non mais... Oh, et c'est clairement sous-entendu. Hein. Voilà, bref, ça l'a pas fait avec moi. Je continue du coup par une autre déception. Déception, pas tant que ça, même si...
Dans l'ensemble, ça a été une bonne lecture, mais voilà, juste une bonne lecture sans plus. Il s'agit de celui-ci, donc A Forgery of Roses, de Jessica S. Olsen, aux éditions Big Bang. Ça a été une lecture commune avec Maud, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos, donc le lien de sa chaîne qui est Délivre une fille. Toutes les deux, dans l'ensemble, on en a pensé un petit peu la même chose. Voilà, on est un petit peu du même avis concernant ce roman, bien sans plus. Ça n'a pas pris la tournure à laquelle on s'attendait, on est un petit peu déçus, on va quand même pas se mentir. Donc ici, on suit Mira. Mira est une prodige, donc elle a ce don de changer la réalité grâce à ses portraits. C'est-à-dire que si moi, je me râpe la main, je saigne, tout ça, ou je me pète la main, ça, voilà, je me pète la main, j'ai le poignet à l'envers, et bien si elle me repeint avec le poignet normal, pas cassé, pas abîmé, et bien elle me guérit, voilà, elle me guérit instantanément, tout simplement. Donc c'est un don plutôt pratique. Sauf que malheureusement, dans cet univers, les prodiges sont extrêmement mal vus, ce qui fait qu'elle doit se cacher, Mira, elle doit cacher son don pour pas se faire repérer, parce qu'il arrive plein de choses pas très joyeuses aux prodiges, littéralement. Sans compter que malheureusement, les parents de Mira ont disparu plusieurs mois plus tôt, et depuis, c'est très compliqué pour elle de survivre, de gagner suffisamment d'argent, parce que malheureusement, sa sœur, bah, elle est très malade, et elle n'arrive pas à gagner suffisamment de sous pour faire venir un médecin, et Mira sait plus trop comment s'en sortir, voilà, elle sait plus trop comment s'en sortir, sauf qu'un jour, elle va se faire griller par une personne haut placée, qui va lui demander de peindre le portrait de son fils décédé, et de le ressusciter, en échange de son silence également. Mira accepte parce qu'elle est dans une situation inextricable, et pour elle, c'est le meilleur moyen d'aider sa sœur avec cet argent qui va lui tomber dessus, et également de retourner à l'école et pouvoir faire l'école qu'elle désire depuis très longtemps. Donc je m'arrête là pour résumer, hein. Je vous dis vraiment là ce qui se passe un peu dans le résumé. Alors j'ai bien aimé l'univers que j'ai trouvé sombre, froid, humide, brumeux, voilà, j'ai bien aimé l'univers assez sombre. J'ai bien aimé également le système de magie, que je trouve plutôt cool et original, plutôt bien fait même. Je trouve que le traitement des prodiges, la façon dont on les traite, c'est plutôt cool, voilà, j'ai bien aimé, enfin c'est plutôt cool, pas ce qui leur arrive, hein, mais la façon dont c'est amené, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt très sympathique. La lecture était sympa en soi, mais j'ai rien trouvé vraiment d'intéressant. Voilà, c'était sympa sans plus, vraiment. Hein. Au départ, j'étais plutôt enthousiaste parce que on se disait ouais comment elle va se dépatouiller pour ressusciter la personne. Surtout que la maison où elle va aller, il y a plein de mystères, des choses qui se passent. On se dit elle va mener l'enquête. Et ben finalement non, pas du tout. En gros, elle ne va réagir qu'à ce qui va lui tomber dessus. Elle ne va pas prendre les devants. Elle réagit à ce qui lui arrive. Elle réagit aux événements. Elle se laisse porter littéralement par les événements. J'ai trouvé ça mais tellement dommage. Ensuite, ça a pris une tournure à laquelle je m'attendais pas et que j'ai pas spécifiquement apprécié. C'était pas nul, mais voilà. Et sur la fin, ça partait un peu dans tous les sens, quoi. Il y avait plein de choses qui se passaient. J'avais l'impression que l'autrice voulait aller par là, puis finalement elle allait par là, puis elle revenait par là, puis il y avait encore une autre truc. Du coup, je trouvais que ça partait un peu partout, que c'était un petit peu brouillon et c'était un peu dommage. Ensuite, il y avait le second personnage, donc le personnage masculin, puisqu'évidemment il y a un début de romance dedans, hein. Ce personnage est un peu particulier parce que c'est pas le héros auquel on s'attend. Ça, j'ai bien aimé sincèrement, j'ai bien aimé ce personnage dans le fait que, voilà, c'est pas un personnage hyper courageux, c'est pas un personnage qui va tout faire pour aider cette jeune femme, parce que voilà, c'est pas un mec baraqué, c'est pas le plus beau gosse du monde, il souffre d'anxiété, donc c'est très compliqué pour lui. J'ai bien aimé le fait qu'on trouve un personnage, enfin, qui soit le héros sans pour autant être le mec parfait. Voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé dommage qu'on ne traite pas un petit peu plus le problème d'anxiété, parce que là on a quand même un personnage qui souffre vraiment d'anxiété et d'angoisse, et je trouvais que c'était dommage de ne pas en parler un petit peu plus, c'est assez effleuré. Voilà. Bref, dans l'ensemble c'était bien, j'ai bien aimé, mais ouais, sans plus. On va continuer par les bonnes lectures et je commence du coup par celui-ci. Il s'agit donc de Fable, le premier tome, L'aventurière des mers d'Adrienne Young aux éditions
Rajo. Alors, ce roman, j'ai eu du mal à me lancer dedans, même s'il me faisait super envie, ça faisait longtemps qu'il me faisait envie, hein, depuis que je l'avais acheté, il me faisait envie. Sauf que j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que j'avais eu des retours assez mitigés et du coup ça me faisait un petit peu peur. Sauf que le tome 2 venait de sortir ou allait sortir et j'avais vraiment envie de me faire un avis sur le premier tome pour savoir si je me procurais le second tome, et si je me procurais le second tome, je le voulais en version hardback, donc en édition limitée, donc je pouvais pas trop tarder à lire ce roman. Du coup, je me suis lancée et ce ne fut pas une erreur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur. Je lui trouve des défauts, mais franchement, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc ici, on suit Fable. Fable est une jeune femme qui a été abandonnée sur l'île de Géval quand elle avait 14 ans par son père, et depuis, elle n'a qu'une idée en tête, c'est quitter cette île par tous les moyens possibles pour pouvoir retrouver son père, et donc elle va s'y atteler pendant 4 ans, et je m'arrête là pour le résumé, vous avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Bref, alors ici on est dans l'univers marin, pas dans l'univers de piraterie, mais dans l'univers marin, sincèrement. Moi je m'attendais à un univers de pirates, ça n'a pas été le cas. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Alors il y a un langage très spécifique au langage marin, je l'ai pas toujours bien compris, mais j'avais pas non plus envie d'aller chercher sur internet et de m'en couper à la lecture pour savoir de quoi on parlait. C'est vraiment le langage spécifique au marin, mais ça va, hein, c'est pas ça qui va vous emmerder dans la lecture, soyons d'accord. Ça m'a pas empêché de continuer ma lecture et de comprendre plus ou moins de façon imagée de quoi on parlait, sincèrement. Bref, ici on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a des rebondissements à toutes les pages. L'univers n'est pas spécifiquement très développé, hein. On n'a pas un univers très développé. On nous dit que ça se passe dans les Goulets, mais en fait on va surtout voyager entre une île et une ville. Voilà, entre une île et une ville un petit peu plus loin. Donc l'île où elle est abandonnée et la ville où elle désire se rendre, donc sur les côtes. Donc vraiment on n'a pas un univers extrêmement développé. On n'a pas un univers extrêmement développé. Les personnages sont pas non plus ultra méga développés, mais malgré tout, je les ai trouvés hyper attachants, hyper intéressants. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'univers, malgré tout. J'ai beaucoup aimé les personnages. Le fait est qu'on ne s'ennuie pas dans ce roman parce que c'est vraiment un page turner en fait. Il se passe toujours quelque chose, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, on a des mystères, on a des petites révélations, on a des personnages quand même qui sont assez forts, on a des personnages qui sont, même s'ils sont pas si travaillés que ça, ils ont quand même une certaine épaisseur, quand même une certaine personnalité chacun, et donc ouais, moi dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est pas le roman révolutionnaire, mais franchement, moi j'ai passé un super bon moment et je leur demandais vraiment pas plus quoi. On continue par tout ce qui est coup de cœur et je commence par le graphique. Il s'agit de ce premier tome, donc de My Happy Mariage de Akumi Agitogi, Rito Kozaka et Tsukioka aux éditions Kurokawa. Donc ici on est dans un shoujo un peu fantastique, puisque dans cet univers on va suivre des grandes familles qui ont des dons particuliers. Donc troisième œil, le don de faire du feu, enfin bref, ils ont des particularités. Et on va suivre donc Mio qui fait partie d'une de ces grandes familles. Malheureusement, eh bien, à la boîte l'aînée, elle n'a aucun don particulier et elle est littéralement rejetée par sa famille, traitée comme une esclave et traitée comme une paria pendant des années. Et un jour, il décide de la marier à un autre homme, donc dans un autre clan qui est très mal vu. En fait, il est considéré comme un monstre, voilà, littéralement. Et bah elle va accepter parce qu'elle n'a pas spécifiquement le choix et leur relation va commencer là, et je m'arrête là pour résumer. Je préfère vous laisser vous faire un avis. Alors, ce shoujo, c'est bourré de clichés. Sincèrement, c'est bourré de clichés. On s'apitoie un peu sur le sort de Mio, mais malgré tout, mais j'ai tellement aimé. Graphiquement, je le trouve trop mignon. Je trouve graphiquement, je trouve que c'est un trait super agréable, super mignon, super net. Voilà, j'ai beaucoup aimé graphiquement. L'histoire, on n'en est qu'au début, hein, voilà, c'est que le premier tome, donc à voir comment va évoluer la situation. On est dans un tome assez introductif, mais la relation évolue assez vite, je trouve, malgré tout. J'ai adoré les personnages, sincèrement. Je me suis apitoyée sur Mio, c'était voulu, c'est cliché, mais alors moi ça m'a fait de l'effet. Hein. Moi j'ai adoré Mio, je l'ai trouvée tellement touchante, elle est mignonne comme tout, il lui arrive plein de merde et pourtant c'est quelqu'un tellement gentil. Voilà, j'ai adoré. Sincèrement, j'ai eu un vrai petit coup de cœur pour les personnages, je les trouve tellement attachants, je trouve la relation tellement mignonne, tellement adorable dans ce premier tome, que ouais, j'ai littéralement craqué, tout simplement. Allez, cette fois on passe au coup de cœur roman et j'en ai encore
3. Le premier, c'est celui-ci. C'est pas un énormissime coup de cœur, mais ça reste un petit coup de cœur avec un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions de La Talente. Et franchement, Becky Chambers, pour l'instant, je suis absolument pas déçue des lectures que je fais de cette autrice, littéralement. Donc ici, on est dans un monde steampunk, utopique, post-apocalyptique, post-utopique, enfin bon bref, dans une planète différente, parce qu'on voilà, on appelle ça une étoile ou un satellite, on sait pas trop, c'est là où ils vivent, c'est une planète qui s'appelle Panga, voilà. Mais ça pourrait très bien être la nôtre, hein, sincèrement. Donc, ici on suit le frère Dex, donc frère Dex pour frères et sœurs, puisque en gros, dans cet univers, il y a les femmes, les hommes, et les personnes non genrées, et donc le personnage qu'on suit c'est Frère Dex, donc il est non genré. Il est moine, je ne sais plus de quelle congrégation de moines, et en fait ça convient plus, sa vie, il ne convient plus, voilà, il décide de changer de vie, donc il va devenir moine du thé, voilà, moine du thé, donc il voyage entre les villages, il écoute les gens, il leur sert une tasse de thé en fonction de comment ils sont, voilà, son travail c'est un petit peu ça, et pendant longtemps ça lui convient, puis jusqu'au jour, une nouvelle fois, ça ne lui convient plus, et il décide du coup de partir à l'aventure dans les contrées inexplorées, puisque dans cet univers, 50% de la planète est réservé à la nature et on n'a pas le droit d'y toucher. Voilà, on n'a pas le droit d'y toucher. Eux, ils se gardent 50% de la planète et 50 autres % de la planète, c'est pour tous ceux qui existent à côté d'eux. Voilà. Et il va rencontrer un robot. Les robots, on sait qu'ils existent dans cet univers, ils ont pris leur indépendance, puisqu'ils ont une conscience, ils ont développé une conscience, mais ils ont décidé de s'éloigner de l'humanité, voilà. Donc ils sont un petit peu... des personnages utopiques, voilà, c'est un petit peu des personnages qui sortent de l'imagination collective, qui disparaissent un petit peu de l'imagination collective, et donc Frère Dex va tomber sur un robot, et à partir de là, voilà, va se passer plein de choses, même si c'est tout court, il se place vraiment plein de choses, et pourtant, j'ai pas trouvé que c'était trop court, sincèrement, moi pourtant j'aime pas ce genre de novella, mais pour moi c'est trop court, mais là... C'était parfait, c'était parfait. On va suivre ces deux personnages qui vont apprendre à se connaître, qui vont avoir des réflexions sur comment vivent les uns, comment vivent les autres. Voilà, ils vont apprendre à se connaître, ils vont offrir leur point de vue chacun de leur côté, ils vont apprendre chacun l'un de l'autre, ils vont offrir leur connaissance à l'autre, et j'ai trouvé que l'échange de ces deux personnages était super beau, c'est super positif, c'est super doux, il y a vraiment une réflexion sur le quotidien des gens, sur le sens de la vie, sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation d'autrui, sur le sens de la vie, il y a vraiment plein de réflexions, et pourtant c'est pas moralisateur, c'est tout doux, ça fait vraiment du bien au moral, j'ai adoré les deux personnages, ils sont hyper attachants, franchement, ouais, j'ai adoré, d'ailleurs j'ai le tome 2, et le tome 2 ne va pas tarder puisqu'il sera certainement lu au mois d'avril, tellement j'ai aimé cette lecture, hein. Moi je vous conseille les livres de Becky Chambers, ils sont vraiment vraiment géniaux, en plus ça se lit vite, en 1 heure, 2 heures de temps c'est bouffé, et un vrai moment de bonheur. Au mois de mars, je me suis enfin lancée dans la trilogie de l'ascension de Kaamelott, donc ici la du prix de Guenièvre de Kristen White aux éditions de Saxus. Ça fait partie des premiers de Saxus que je me suis procuré, donc j'ai la trilogie complète en hardback. J'avais pas lu du tout la saga, hein, mais j'avais acheté les 3 tomes, hein, voilà, tout simplement. Et franchement, moi j'ai adoré cette lecture. Encore une fois, j'ai surkiffé cette lecture. J'avais eu des avis mitigés. Il y en a qui ont aimé, d'autres pas du tout. Et pour moi, ça a été parfait. Pour moi, ça a été vraiment une bonne lecture. La première du mois de mars et premier petit coup de cœur de l'année. Donc ici, on va suivre Guenièvre, qui n'est pas Guenièvre, et qui va devoir épouser le roi Arthur et le protéger des dangers qu'il y a autour de lui. Et je m'arrête là pour le résumé. Vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Là, c'est le résumé de base. Et voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé ce roman tellement parfait. Mais tellement parfait. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors, moi, je n'ai jamais vraiment lu quoi que ce soit des légendes arthuriennes, des contes arthuriens, vraiment. Hein, donc, j'ai pas de point de vraiment comparaison. Je pense que c'est pas spécifiquement développé l'univers ici par rapport aux légendes arthuriennes. C'est pas vraiment développé parce que je pense que les légendes arthuriennes, c'est quelque chose qui est assez dense, qui est assez développé, qui doit avoir beaucoup de ramifications, beaucoup de choses qui se passent. Là, c'est pas le cas, je pense, sincèrement, mais moi, ça m'a suffi, hein, j'ai pas eu besoin de plus.
C'est assez lent à démarrer, dans l'ensemble le rythme est assez lent, l'univers est assez long à se mettre en place, les personnages sont assez longs à se mettre en place, il va pas se passer vraiment beaucoup de choses dans l'intrigue générale, mais il va se passer plein de petites choses dans le roman qui vont vous donner envie de tourner les pages. J'ai adoré le personnage de Guenièvre, j'ai adoré les personnages secondaires. Guenièvre est un peu naïve sur les bords, hein. Sincèrement elle est un peu naïve sur les bords, mais malgré tout j'ai trouvé qu'elle était ultra attachante. C'est un personnage qui évolue bien, c'est un personnage qui apprend, c'est un personnage qui se remet en question, et ouais, je l'ai beaucoup aimé. Et vraiment j'ai adoré, et en plus ce roman fait vraiment la part belle aux femmes, hein. Vraiment là les femmes ici ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes qui ont des défauts, mais comme les hommes, elles savent ce qu'elles veulent et elles font tout pour y arriver. Ce sont des héroïnes, hein, sincèrement. Ici, ce sont vraiment des héroïnes et j'ai tellement aimé qu'ici, on ait des personnages féminins qui sont sur le devant de la scène, et j'ai trouvé ça mais tellement cool. Alors attention, il y a des personnages masculins, notamment Arthur, Mordred et d'autres qui sont importants, qui sont ultra intéressants également, qui sont peut-être un peu moins développés que les femmes. Voilà, il n'y a pas eu de juste équilibre, mais l'autrice fait vraiment la part belle aux femmes, hein, on est d'accord. Arthur, c'est un personnage que j'ai trouvé hyper mignon dans l'ensemble, parce que c'est un roi, il se comporte comme un roi, il essaie d'être juste avec tout le monde, il essaie d'être juste avec Guenièvre. C'est vraiment pas quelqu'un qui va forcer Guenièvre, c'est vraiment... Ça, j'ai trouvé ça que c'était tellement bien aussi d'avoir un personnage masculin qui respecte en fait sa femme, simplement. Alors attention, hein, il a des défauts, hein, il n'est pas parfait, hein, voilà, on est dans un univers où les femmes sont encore, voilà, elles sont pas l'égale de l'homme, hein, dans l'histoire. Donc voilà, Arthur, il n'est pas parfait, mais voilà, j'ai adoré. Il se passe pas mal de choses, c'est malgré tout assez dense pour du young adulte, hein, voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé les personnages ultra attachants, même si c'est long à se mettre en place, même si le style, il faut s'y faire un petit peu, parce que j'ai eu un petit peu de mal au départ avec le style, mais après c'est passé tout seul, ça s'est lu, ça s'est avalé, j'ai adoré. Et sincèrement, je vais lire le tome 2 très très vite. Et je termine par ce gros coup de cœur, l'énormissime coup de cœur du mois de mars, avec Meute, donc de Karine Rehnberg aux éditions ActuSF. Ici, on est plus dans un roman d'ambiance que vraiment dans un roman où il se passe énormément de choses, même s'il se passe des choses, hein, mais moi j'ai adoré. Attention, également âme sensible, s'abstenir parce qu'il se passe des choses là-dessus. C'est pas toujours joyeux, hein, voilà, il y a des choses, il y a des morts, c'est parfois assez sanglant, assez trash, donc je ne conseille pas à tout le monde, ou en tout cas aux âmes sensibles. Donc ici, on est dans un monde post-apocalyptique, qui peut être dans un futur proche également, on sait pas trop où ça se passe, c'est pas trop défini, on sait que c'est dans une ville portuaire, mais on sait pas où, ça peut être n'importe quelle ville de la planète, n'importe quelle grande ville portuaire, hein, sincèrement, voilà, n'importe quelle ville portuaire. Donc ici, on va suivre au tout départ... Nathanaël et Val, qui sont amis d'enfance, qui vivent dans une ville contrôlée par des gangs. Val, lui, fait partie d'un gang, voilà, il fait partie d'un gang, c'est un mec grand, muet, costaud, sûr de lui, posé, et son ami, Nathanaël, lui, c'est un loup-garou qui doit faire partie d'une meute, même s'il apprécie pas vraiment sa meute, hein. C'est vraiment pas quelqu'un qui apprécie sa meute, d'ailleurs il leur fait bien comprendre. Lui, il considère plus que c'est un deal qu'autre chose, donc pour l'aider surtout à se transformer en loup-garou les nuits de pleine lune, et il apprécie ni sa meute, et sa meute ne l'apprécie pas vraiment, sauf l'alpha. Voilà, sauf l'alpha. Et donc tous les deux sont amis d'enfance, ils vivent dans cette ville extrêmement dangereuse, ils s'y sentent bien, ils y vivent mais ils s'y sentent bien, jusqu'au jour où l'alpha de la meute va demander à Nathanaël de garder un jeune garçon, enfin un jeune adolescent qui est un loup-garou qu'ils ont trouvé quelques jours avant, qui semble traumatisé et qui ne veulent pas emmener avec eux donc dans une réunion de loup-garou parce qu'il n'est pas physiquement capable de sortir, il est pas en bon état et ils veulent pas forcer ce jeune homme. Et à partir de là, la vie de Nathanaël et Val va être chamboulée et également la vie de ce jeune adolescent va être complètement chamboulée. Et franchement,
j'ai adoré. Mais j'ai surkiffé cette lecture. Je lui ai mis un 20 sur 20 sur Livre Addict parce que j'ai été emportée dès les premières pages. Dès les premiers mots, j'ai su en fait que ce livre allait me plaire. Mais à ce point-là, je m'attendais pas à ça. Alors, il est gros, mais ça se lit vite. Les marges sont larges, c'est fluide. Le style est simple et facile à lire, ça se lit tout seul. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé parce qu'ils vont dire qu'il se passe pas grand chose, que voilà. Mais si, il s'y passe des choses, mais c'est vraiment plus un livre d'ambiance. Ce sont des personnages qui vont beaucoup se remettre en question, ce sont des personnages qui vont devoir construire quelque chose avec un troisième personnage qui va se greffer à leur duo, qui n'était pas censé s'y greffer, mais qui va s'y greffer. Et tous les trois vont devoir apprendre à se connaître, à s'accepter, à évoluer, et j'ai trouvé ça mais tellement bien fait. Les personnages sont tous différents. Le troisième personnage qui s'y greffe, donc Callum, j'ai oublié de vous dire le nom, Callum, c'est un personnage en souffrance, c'est un personnage qui a beaucoup souffert, qui souffre de multiples traumatismes, aussi bien physiques que psychologiques. C'est un jeune homme qui est difficile d'approche, qui voit le monde, mais d'une façon colorée. Voilà, je vais vous dire ça, colorée, mais qui est tellement différente et pourtant tellement vraie, et tellement descriptive, tellement belle. J'ai adoré en fait sa vision du monde, malgré les traumatismes. C'est un personnage qui va beaucoup évoluer. Tout va pas se régler à la fin du roman, mais il n'y a pas besoin en fait, il n'y a littéralement pas besoin. Ensuite on suit Nathanaël. Nathanaël, c'est un personnage sanguin, c'est un personnage qui est peu sociable, c'est un personnage qui n'a confiance qu'en Val, c'est un personnage froid, c'est un personnage violent, hein, littéralement, et il va devoir apprendre à faire avec Callum, qui lui est un personnage tellement traumatisé qu'il va devoir prendre sur lui. Ça va être très compliqué pour Nathanaël, il va devoir retrouver un équilibre avec ce jeune homme et donc Val, et j'ai trouvé que c'était un personnage, encore une fois, qui lui-même évoluait beaucoup. J'ai adoré, sincèrement j'ai adoré le personnage de Callum, j'ai également adoré, enfin de Callum et Nathanaël, et j'ai adoré Val, parce que Val, lui c'est un humain, mais qui est sûr de lui, fort, qui est prêt à tout pour protéger son ami, donc Nathanaël. Il est prêt à tout, hein, mais vraiment à tout pour le protéger, pour le garder en sécurité, et c'est ce qu'il dit, ça fait trop longtemps qu'on est ensemble, je vais pas laisser les autres détruire ce qu'on a. Voilà, donc ils ont une relation tous les trois différente, particulière, mais voilà, ils sont tous les trois différents, ils sont tous les trois tellement complémentaires sur la fin, ils sont tous les trois hyper attachants, hyper touchants. Moi je les ai adorés, franchement. L'ambiance, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'évolution des personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages secondaires qui se greffent à ce trio, qui sont également intéressants, qui ont leur importance, qui existent pour une bonne raison. Vraiment, j'ai adoré. Franchement, je vous conseille ce roman, moi j'ai surkiffé, voilà, j'ai adoré l'évolution, j'ai tout adoré. Je peux vous en dire que du bien parce que j'ai tout adoré. Je suis littéralement partiale, hein, pour ce roman, parce que moi je ne lui ai pas trouvé de défaut en fait. Vraiment, pas de défaut. Voilà, tout simplement. Une trop bonne lecture. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois de mars qui fut assez long. Je me suis peut-être un petit peu embrouillée dans mes avis, mais en même temps, voilà, trop bon mois de mars, des lectures que j'ai adorées. Qui me fait vraiment du bien et que j'aime encore d'amour, notamment Meute, qui pour moi sera un roman que je relirai d'ici quelques temps parce que j'ai tellement aimé. Bref, du coup j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et depuis peu sur BookTok. Ouais, j'avais dit que je me mettrais pas sur BookTok, mais j'ai testé BookTok, voilà. J'ai testé BookTok parce qu'ils peuvent faire des vidéos de 3 minutes, et c'était quelque chose que je voulais absolument tester pour les bilans, parce que je voulais faire des bilans courts en vidéo, et il y avait que BookTok hein, qui fonctionnait, donc voilà. Alors je ne dis pas que je serai sur BookTok tous les jours, que je vais poster tout le temps, voilà, pas du tout, hein. Ça se trouve ce sera comme Insta avec des hauts et des bas, on verra en fonction.
Mais voilà, en tout cas, sachez que je suis sur BookTok, je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Bref, moi, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.